Merci beaucoup Aziz Bousfiha, à toute son équipe, à la présidente de l'ASID, et à tout le bureau de l'African Society of Immunodeficiency de m'avoir proposé d'intervenir. Je suis très honoré. Ça fait très longtemps que je suis pas revenu au Maroc, ça fait 4 ans. Et donc je suis assez ému parce que j'avais l'habitude de venir plusieurs fois par an. Enfin. Et puis aussi mes excuses pour l'arrivée tardive liée, indépendante de ma volonté, liée à l'avion. Donc j'ai à peu près 250 diapositives. On va faire ça en 20 minutes. Voilà. Donc j'ai mis le chronomètre parce que comme je suis très bavard, et que c'est un sujet qui est absolument passionnant et j'ai assisté à vos travaux depuis 15 minutes et je vais certainement dire des choses que vous connaissez largement déjà. Et effectivement, comme ça vient d'être dit, c'est pas que les déficits immunitaires. Je vais essayer d'avoir une présentation un peu globale. Donc, notamment dans la mucoviscidose, l'impact très important du dépistage néonatal s'est ressenti avec une amélioration extrêmement importante de l'espérance de vie à la naissance. Et maintenant, c'est une pathologie qui concerne plus les adultes que les enfants. C'est-à-dire que la majorité des patients atteints de mucoviscidose est aujourd'hui à plus de 18 ans. Alors évidemment maintenant il y a des thérapeutiques extrêmement, enfin de thérapies géniques qui ont complètement même changé la donne en termes de prise en charge, mais avant cela même, on voyait déjà le simple fait de dépister à la naissance, on voit sur ces graphes-là, a spectaculairement amélioré la prise en charge. Alors pour les déficits immunitaires, on est aussi dans ce contexte-là, même si c'est 600, enfin, beaucoup plus, enfin, plusieurs centaines de pathologies différentes, mais là c'est ici comment on appelle ça, un histogramme de classe d'âge des patients vivants en France et enregistrés dans le centre de référence, dans le registre, et on voit que la médiane d'âge, c'est 23 ans. C'est-à-dire que plus de 50% des patients à 18 ans et plus. Alors, c'est des maladies rares, donc globalement, individuellement, ça peut représenter que quelques dizaines de patients ou quelques centaines de patients, mais c'est des maladies chroniques pour toute la vie qui vont nécessiter une prise en charge multidisciplinaire, complexe, de très haut niveau, et il est très important qu'il y ait des services de médecine adulte impliqués dans la prise en charge de ces patients. Alors, on voit dans les données épidémiologiques, là on prend le registre européen des déficits immunitaires, donc le registre de l'ESID, dans lequel le registre français contribue intégralement, et on contribue pour à peu près un tiers des patients là, mais on voit bien là que les premiers symptômes, donc c'est pas le diagnostic là, c'est les symptômes ici, c'est 25% des patients va avoir des premiers symptômes à plus de 18 ans. Donc on voit bien que même quand, avant même que, enfin quand on parle de diagnostic, le diagnostic peut être fait à l'âge adulte, mais même les premiers symptômes peuvent arriver à l'âge de 20 ans, 30 ans. Et la casuistique, c'est-à-dire la répartition des principaux déficits immunitaires, elle est assez classique, essentiellement des déficits de l'immunité humorale, les déficits immunitaires communs variables ou autres formes de déficits humoraux, mais aussi des déficits immunitaires combinés, des syndromes d'auto-inflammatoires, des neutropénies, etc. Alors, on voit bien que la constellation des symptomatologies, vous le connaissez très bien, je vais passer très vite, n'est pas que de l'infectiologie, mais aussi de l'oncohématologie, de l'allergologie, de la médecine interne, avec plein de spécialités, et ça peut rendre le parcours diagnostique assez compliqué. On voit bien sur ce graphe ici que un certain nombre d'organes différents, et là c'est juste un schéma et c'est pas du tout exhaustif, peuvent être atteints chez les patients, un ou plusieurs, d'emblée ou au cours du suivi. Mais ce qui est absolument clair encore aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème de enfin de connaissance sur ces diagnostics et qui peut donc ensuite induire une perte de chance pour les patients, parce que plus le diagnostic est fait tardivement, et plus le patient va avoir des complications qui vont ensuite impacter non seulement son espérance de vie, mais aussi sa qualité de vie et rendre son parcours de soins plus complexe. Alors, on voit bien ici, cette diapo, elle est surtout pour introduire la notion, moi j'ai pas trouvé de meilleur mot que chef d'orchestre, et donc en pédiatrie, en immunologie, on est assez souvent habitué à gérer, à coordonner
Et en médecine adulte, ça peut être un petit peu plus compliqué. Je dis pas que nos collègues médecins adultes ne le sont pas, ils le sont, mais quand on voit que parfois il peut y avoir 3 ou 4 organes atteints chez des adultes et que nos collègues peuvent être dans des différents hôpitaux, ça peut rendre les choses un petit peu plus compliquées, c'est du vécu, et nos collègues adultes sont bien d'accord avec ça. Mais il y a vraiment un rôle à jouer pour nos collègues adultes en termes d'orchestration des soins. Alors, je parlais du newborn screening, du dépistage néonatal pour la mucoviscidose. Vous le savez, pour les déficits immunitaires combinés sévères, ou en tout cas les lymphopénités sévères, il y a maintenant de plus en plus de pays qui proposent ce dépistage néonatal. Et on espère aussi que cela permettra d'améliorer la qualité de vie. Je voulais juste montrer cette diapo pour 2 raisons. D'abord, nos collègues qui s'occupent de mucoviscidose, par exemple, mais aussi de drépanocytose ou d'autres pathologies, quand il y a un test néonatal positif, ils informent les parents à 2 niveaux. Le premier, c'est qu'ils informent sur le diagnostic. Là, vous avez un beau bébé, monsieur, madame, voilà, vous avez un beau bébé en bonne santé. C'est difficile de croire que votre bébé a en fait une maladie grave, parce que ça ne se voit pas sur lui. C'est le principe du dépistage néonatal. Alors, bon, c'est compliqué déjà pour des parents de se rendre compte et d'accepter ça. La deuxième chose qu'il leur dit, c'est « je vais suivre votre enfant jusqu'à l'âge d'environ 18 ans, et après, ce sera pas moi. Après, il ira en médecine adulte. » Et même si c'est pas le moment pour eux de penser à ça tout de suite, c'est cristallisé. Et quand il s'agira vers l'âge de 10, 12, 13 ans de commencer à évoquer cela, c'est le début de la transition, eh bien, ce sera quand même réactivé. Et aussi, quelque part, ça rassure sur le fait qu'on vous annonce une maladie grave, mais attention, on n'est pas en train de dire que cet enfant va risquer de décéder dans les tout prochaines années. Il va vivre une enfance, une adolescence et même un âge adulte. Alors, un des défauts qu'on a en pédiatrie, moi je suis pédiatre et je le dis régulièrement, c'est qu'on a tendance à garder nos patients très longtemps. Donc voilà, ils sont bébés, ils grandissent, et puis ensuite on crée même des unités pour les vieux enfants. Les Old Children's Outpatient. Voilà, donc ça c'est un hôpital en Angleterre où j'avais une réunion et j'ai trouvé ça absolument éloquent parce que tous les programmes de transition dans lesquels j'ai contribué, la première erreur qu'on a faite, et je l'ai faite au tout début aussi, c'est qu'on reste entre soignants de pédiatrie et on ne va pas demander à nos collègues de médecine adulte, ce qui est quand même aberrant, puisque le principe c'est de travailler en équipe pour que le départ et l'atterrissage se passent bien. Et aussi lié quand même au fait qu'il n'y a pas beaucoup de médecins d'adultes qui sont formés à ce type de maladie et qui ont aussi un intérêt parce que c'est des maladies compliquées qui prennent beaucoup de temps dans la gestion et dans l'organisation. Voilà, donc il y a des pays où la majorité, c'est un moment extrêmement important, donc le Japon, à 20 ans, il y a un jour férié et les jeunes, c'est leur fête. Donc normalement, l'idée, c'est qu'ils payent un respect aux aînés. C'est aussi une façon de montrer la continuité dans la société japonaise, mais c'est quand même un rituel de passage. C'est extrêmement important. Alors, quand on a une maladie chronique, alors là, il y a donc, ah oui, ça se voit là, ça se voit pas trop sur l'écran. C'est un papier du New Yorker de début d'année. C'est Nobody has this condition but me. C'est très compliqué de se sentir, d'avoir un sentiment d'appartenance. Et puis aussi, beaucoup de patients, vous l'avez dit tout à l'heure, et beaucoup de parents se disent, mais est-ce que les collègues en médecine adulte vont connaître ma maladie? Et nos collègues de médecine adulte, il y a 10 ans, ils nous disaient, oulala, moi je voyais arriver des familles et des jeunes qui connaissaient mieux la maladie, le syndrome X, Y, Z que moi, et donc il fallait que je m'absente 2 minutes pour regarder sur les textbooks, pour lire un tout petit peu, parce qu'en fait, sinon l'alliance, la confiance n'avait pas forcément lieu. Et alors, quand on revient sur les maladies chroniques, il y a des systèmes de cohortes électroniques qui existent et qui sont extrêmement intéressantes. Là, c'est des adultes qui ont plein de maladies tout à fait différentes, des lupus, des polyarthrites rhumatoïdes, des choses comme ça. Mais j'ai trouvé que c'était un papier extrêmement intéressant parce qu'il y a besoin d'améliorer la prise en charge des patients. On leur pose la question, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Il faut transformer le soin pour qu'il soit plus holistique et personnalisé. Même au niveau de la consultation, c'est pas que au moment pour les malades hospitalisés. Il faut améliorer, rendre le parcours des patients plus souple, plus lisible. C'est très compliqué pour des patients de se repérer dans l'hôpital, de comprendre comment ça fonctionne. Et
entraîner, former les cliniciens à de meilleures relations interpersonnelles et réduire la stigmatisation. Ça, voilà, ils disent implementing des actions très simples peut considérablement améliorer. On a parlé d'améliorer l'espérance de vie avec le dépistage néonatal. On peut aussi faire, on a aussi notre part au quotidien. C'est pas toujours simple, mais on peut essayer. Alors j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça résonne dans ce qu'on a essayé de faire à Necker. Je vous en parlerai très rapidement, mais la transition, je vais passer très vite dessus parce que vous l'avez eu en long, en large, en travers. Mais c'est un processus long qui commence en général aux alentours de 12-13 ans. Mes collègues en cardio-pédiatrie, ils commencent à 7 ans, parce qu'ils disent 7 ans, c'est l'âge de raison. On commence à parler à ces enfants de ça. Il y en a même qui font visiter le service de médecine adulte à des enfants de 7 ans et à leur famille. Voilà. Mais on entend aussi des jeunes qui découvrent à 18 ans que c'est la dernière consultation de pédiatrie et dans 6 mois, tu passes en médecine adulte, tu te débrouilles pour trouver un médecin d'adulte, c'est dans un autre hôpital, t'inquiète pas, tu trouveras, c'est très simple. Vous voyez, donc la diapo d'avant, elle résonne de manière intéressante ici. Donc il faut vraiment articuler ça mieux. Alors quand on demande aux patients, eh ben, c'est extrêmement éloquent parce qu'ils disent, je connais pas le nom de mon médecin, j'ai pas envie de quitter mon équipe soignante pédiatrique, et d'autres qui disent une fois qu'ils sont passés, finalement c'est mieux parce que je peux parler en toute franchise et lui me parle en toute franchise. Il y a des choses que je n'osais pas aborder avec mon pédiatre. Là, il y a même des thématiques comme le décès, voilà, les complications létales sont abordées. Le remboursement des médicaments, quand on interroge les jeunes et qu'on leur demande de quoi vous voudriez parler en atelier, on pense la vie romantique, l'amour, voilà, éventuellement la sexualité, ce genre de choses-là. Enfin, voilà, nous, en tant que soignants, on pense ça. Et en fait, le premier thème, c'est le remboursement, c'est la sécurité sociale. C'est pour vous dire à quel point ces jeunes ne sont pas frivoles, ils ne sont pas si légers que ça. Et je vous parle de patients français pour lesquels vraiment la majorité des Français ne savent même pas que les médicaments coûtent un peu d'argent parce que tout est remboursé, à peu de choses près. J'exagère un petit peu, mais donc ces jeunes-là, ils ont quand même conscience de ça parce qu'ils disent, mais moi à 18 ans, s'il faut que je paye mes médicaments, j'aurai pas d'argent et c'est des médicaments pour des maladies rares qui sont très chers. Alors, on doit faire de la transition, c'est fondamental. La salle est absolument convaincue, je pense, parce qu'il y a des jeunes qui échappent au système. Quand je parle à mes collègues, de médecine adulte, par exemple, en insuffisance rénale, vous voyez arriver un patient de 19 ans qui a une insuffisance rénale découverte récemment. Ça n'a rien à voir, la prise en charge du soin pour ce patient n'a rien à voir avec un patient qui est malade depuis qu'il a 1 an. Ce jeune-là, celui qui a 1 an, c'est un expert pour échapper au système de soins. Il va vous balader, il va vous dire qu'il prend ses traitements, il les prend pas, il va vous dire qu'il va venir au rendez-vous, il vient pas. En pédiatrie, quand un patient vient pas, on appelle, qu'est-ce qui se passe? Je te donne rendez-vous pour la semaine prochaine, il faut absolument que tu viennes. On est un peu stressé, on est vraiment très présent. En médecine adulte, tu viens pas, c'est ton problème. Moi, j'ai plein d'autres patients à gérer. T'es pas mon patient principal. Et en plus de ça, c'est une maladie rare. Et moi, j'ai plein d'autres maladies bien plus fréquentes. Ce qui est compliqué pour les jeunes, d'ailleurs, de se retrouver une deuxième fois confrontés à la rareté de la maladie et de quitter une équipe où ils avaient la sécurité, la confiance que l'équipe connaissait la maladie. Donc il faut vraiment articuler ça. Les problématiques aussi pour un certain nombre de docteurs en médecine adulte, c'est compliqué parce qu'on écrit l'histoire de la médecine là, au jour le jour, parce que pour plein de patients, eh bien, ils n'étaient pas arrivés à cet âge-là. Ça paraît évident peut-être, mais c'est quand même compliqué. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas quelles complications attendre, comment en parler aux jeunes et comment en parler aux familles. Alors pour nos collègues en médecine adulte qui connaissent encore peut-être moins ces pathologies, c'est compliqué aussi pour eux. Donc le lien de confiance est extrêmement important. Et je dirais, il faut absolument que nous, en pédiatrie et en médecine adulte, on travaille main dans la main et de manière très importante. Moi, j'ai vraiment de manière très importante, modifier ma pratique en assistant à des premières consultations de médecine adulte. J'ai été perturbé, j'ai été choqué
par la façon dont mes collègues en médecine adulte, qui sont pourtant très sympas, avec qui c'est des copains, on travaille main dans la main, on bosse ensemble tous les jours, mais la pratique de la médecine pédiatrique est très différente de la pratique en médecine adulte. Il y a des cultures complètement différentes. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, ça veut juste dire que c'est différent. Et donc, il faut qu'on travaille pour que le pont soit le plus solide possible et que les patients et les familles soient informés de cela. Il n'y a pas, c'est pas très compliqué, mais il faut quand même le faire. Alors, il faut planifier tout ça. Les parents ne doivent pas être oubliés. Il ne faut pas les éjecter de la première consultation en médecine adulte. C'est arrivé un certain nombre de fois. Vers l'âge de 18 ans, mais ce qui compte le plus, c'est l'acceptation du jeune et la maturité psychologique. Il y en a tout à l'heure, professeur Ben Hussein a dit, voilà, il veut passer en médecine adulte. Voilà, il est prêt, lui, ou elle. Il y en a à 20 ans, c'est encore un peu compliqué. Et puis il y en a, c'est le baccalauréat, ils vont déménager pour s'inscrire dans une autre ville en faculté, par exemple, pour des études. Il ne faut pas tout faire en même temps. C'est compliqué. Donc il faut vraiment personnaliser, ça a été dit par Mounia, c'est très important. C'est des maladies génétiques, souvent il y a des cas familiaux. Peut-être on peut transférer les frères et sœurs en même temps. S'il y a deux frères et sœurs, un qui a 18 ans, l'autre qui a 16 ans, par exemple. Je ne parle pas de 18 ans et 4 ans, mais 18 ans et 16 ans, pourquoi pas transférer tout le monde ensemble? C'est pas complètement choquant. Si c'est autorisé de suivre en pédiatrie des jeunes qui ont 19 ans, 20 ans, parce que dans certains pays, c'est pas possible. C'est légalement pas possible. Alors, s'il y a des problématiques neurocognitives, développementales, syndromiques, ça peut être un petit peu plus compliqué et donc il ne faut pas non plus se presser. Et j'insiste vraiment sur le fait qu'il ne faut pas le faire ni en urgence, un samedi à minuit, de la fièvre, boum, tu vas passer en médecine adulte parce que de toute manière j'allais te passer dans 6 mois, donc autant le faire tout de suite. Erreur. Ni via le service des urgences à la porte de l'hôpital. Parce que aux urgences, souvent, quand tu as 18 ans et un jour, ah bah t'es dans un hôpital pour enfants, donc tu vas à l'autre bout de la ville, dans l'hôpital pour les adultes. Ah oui, mais ils me connaissent pas. Ah bah oui, mais nous, ça ne nous regarde pas. La loi, c'est la loi, et donc tu pars. Erreur. Donc il faut vraiment, voilà. Donc c'est très important. Alors, l'absence, les no-show, c'est-à-dire ceux qui ne se présentent pas aux premières consultations de médecine adulte, si on ne se présente pas en première consultation de médecine adulte, il y a très peu de chances qu'on se présente à la deuxième ou à la troisième, parce que même d'abord, il n'y en aura peut-être pas, il n'y aura pas de programmation de deuxième consultation. Donc là, c'est des maladies, voilà, je vous laisse lire la diapo, ça varie, mais vous voyez, ça c'est des maladies endocriniennes, rhumato et hémato non malignes, ça va de 0 à 66%. Mais en fait, ça commence déjà en pédiatrie. Parce que si on regarde ici le transfert, là, c'est-à-dire le passage en médecine adulte, à gauche, c'est la pédiatrie. Vous voyez qu'il y a des no-show aussi en pédiatrie. Donc attention, warning, c'est un signe. Alors, RITA, c'est le nom d'un réseau européen de maladies rares, enfin pour des maladies rares. Donc là, on a là en l'occurrence pour les maladies immunodéficience, auto-immunes et rhumato, qui a monté un groupe de travail transition. Et ça a été publié là, et il y a eu une enquête qui a été menée. Et puis on a essayé d'établir quelques guidelines qui sont sensiblement les mêmes que ce que je vous ai présenté là. Mais vous voyez les faiblesses. Hein. Donc, pas de. On a parlé de psychologie là tout à l'heure, c'est évidemment fondamental. La prise en charge doit être holistique en pédiatrie, en médecine adulte. Les fragmentations des services de médecine adulte, parfois même dans différents hôpitaux, c'est surtout ça qui est compliqué. Alors qu'avant, ils étaient dans un hôpital en général unique. Pas assez de ressources, ça a été évoqué juste avant aussi. Le fait que dans certains pays, les médicaments existent dans les services de pédiatrie, ou peuvent être donnés, ou peuvent être remboursés en pédiatrie, mais ce n'est pas le cas en médecine adulte. Donc là, on ne peut pas passer un patient en médecine adulte et savoir qu'il n'aura pas le traitement dont ce patient a besoin. Ce n'est pas possible. L'engagement de l'équipe adulte, alors ça progresse vraiment très très bien, c'est hyper important, l'engagement des patients et des familles. Et puis, est-ce qu'il y a des structures de transition? Alors, on va en parler. Parce que ça peut aider en support des services cliniques. L'idée, c'est que les jeunes acquièrent une certaine autonomie. Donc, ils passent ici de plutôt quelqu'un de passif. Ok, c'est les parents et les médecins qui décident entre guillemets pour eux, pour le jeune. Et puis ensuite, progressivement, voilà, je supervise, je décide pour ma santé. Donc là, on pourrait dire que ça commence à 13 ans et puis là, c'est 25 ans. Alors, vous savez que le cerveau humain continue à maturer de l'arrière vers l'avant, et le cortex préfrontal, qui est la zone du cerveau qui permet de prendre les décisions,
de s'organiser, de savoir que dans 6 mois, il faut que j'aille faire une prise de sang avant d'aller voir mon hématologue, etc. C'est 25 ans. Donc pour ceux qui ont des adolescents, des jeunes adultes de 21-22 ans, ne perdez pas espoir. Il y a encore quelques années à tenir. Mais les parents et les soignants peuvent aussi évoluer dans l'échange, et c'est un trio. Alors, ça, c'est plutôt la réalité. C'est-à-dire que la transition, c'est compliqué, on ne sait pas trop se repérer, on ne sait pas où sont les différents acteurs. Si on tombe ici dans le ravin, on va jamais s'en sortir, on va jamais relever la tête. Mais en fait, il y a quand même des solutions et il faut savoir quand même trouver les bons interlocuteurs. Et donc, c'est pour ça que parfois, les plateformes de transition peuvent être utiles. Normalement, j'ai mis mon chronomètre, donc il reste 2 minutes. Alors, une autre façon pour respecter 20 minutes, ouais, il me reste 2 minutes, donc ça va aller. Voilà, là c'est un papier du BJH, British Journal British Journal of Medicine, je crois, en 2015. Voilà, le jeune est là, il a son dossier, personal folder avec plein de documents dedans. Il est accompagné par des pédiatres ou des services de pédiatrie, etc. Il passe en médecine adulte là et il continue à être accompagné. Ça, c'est la théorie. La réalité, et même par ceux qui ont écrit ça, à qui j'ai demandé est-ce que vous pouvez me dire comment vous faites parce que c'est génial, on aimerait le faire, ils disent en vrai on n'arrive pas à le faire et c'est ça la réalité. Bon, donc nous pour les déficits immunitaires à Necker, ce qu'on a essayé simplement de faire, c'est une fiche papier, vous voyez, basique, simple, élémentaire, recto, verso, qui compile les éléments essentiels parce que effectivement ça a été rappelé, le dossier médical, maintenant on est informatisé, mais c'est pas ça rend pas forcément les choses toujours aussi simples. Mais avant, on était papier. C'est une fiche qui a 10 ans, vous voyez, elle est très simple. C'est en français. La pathologie, la greffe s'il a été greffé, le traitement actuel, quoi suivre. Le pédiatre donne des recommandations aux médecins d'adultes. Il y a des consultations communes de transfert qui existent. C'est le moment où on peut refaire le point. Notamment pour des patients qui n'ont pas de cause génétique identifiée. Parce que si on a fait le test génétique il y a 10 ans, nous, voilà, en pédiatrie, peut-être on a oublié de le refaire. À 18 ans, 19 ans, ça peut être le moment où on peut refaire un tour de génétique avec 30 nouveaux gènes par an dans les déficits immunitaires. Peut-être que ce patient, en 10 ans, il y a eu 300 gènes. Peut-être que là, son gène, là, ben voilà. Et pourquoi un gène? On va pas revenir là-dessus, mais ça a des impacts sur les traitements et sur la greffe et sur le suivi. Voilà. Alors, moi, j'aime bien cette affiche. C'est mes collègues de la plateforme de l'hôpital Robert Debré qui ont fait ça ils forment les médecins d'adultes et ils ont appelé ça vos jeunes patients débarquent. Les cohortes croissantes de patients, c'est vraiment une réalité. Il faut que vous soyez prêts parce que vous allez en avoir de plus en plus et ils sont exigeants. Ils ont une psychologie un peu différente d'un jeune du même âge. Je l'ai évoqué tout à l'heure. J'aime beaucoup je suis un peu jaloux parce que je voulais le faire et puis j'ai pas eu le temps de le faire. Bon, voilà. Alors, la continuité des soins, quels sont les critères? Souvent on me demande c'est quoi les critères d'une transition réussie. Déjà il faut qu'ils viennent en consultation, il ne faut pas qu'ils soient trop perdus du système, il ne faut pas qu'ils aient trop de problématiques d'observance thérapeutique, il ne faut pas qu'ils aient recours aux soins évitables, c'est-à-dire le passage aux urgences parce qu'ils ont de la fièvre ou bien parce qu'ils ont une complication plus grave que ça, et donc même comment éviter des hospitalisations en urgence, parce que là c'est juste passer aux urgences, mais là c'est être hospitalisé, et puis essayer d'éviter des organes damage. Voilà. La qualité de vie, la satisfaction, c'est hyper important. Je vais passer vite. On a aussi énormément de points à discuter avec eux, notamment leur insertion socio-professionnelle, leur projet de vie. Et par exemple, on a des projets pour les insérer au niveau professionnel dans des entreprises qui sont volontaires, notamment ceux qui ont des handicaps visibles. Et on fait même passer le permis de conduire à l'hôpital Necker. Bon, je crois qu'on est le seul hôpital à le faire. Voilà, si vous pouvez le faire aussi éventuellement, c'est vraiment hyper important parce que c'est pas juste un gadget, c'est pour beaucoup de jeunes un sésame d'indépendance pour pouvoir ensuite aller chercher du travail et travailler. Voilà, je vais passer sur voilà, terminer là-dessus. Leur permettre d'atteindre leur potentiel maximal, c'est hyper important. Commencer le plus tôt possible, ça fait jamais de mal. Il vaut mieux commencer à 12 ans que commencer à 18 ans et demi. Les parents jouent un rôle hyper important. C'est le moment, la période peut-être 17 ans, 18 ans, 19 ans, c'est le moment de reparler de choses qui sont génétiques, traitements, mais aussi projet de vie.
Il y a plein de jeunes qui s'autocensurent, qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire des métiers, qu'ils ne peuvent pas passer le permis de conduire. C'est pour ça qu'on a fait ce projet-là. Mais aussi qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, par exemple. Ils se disent, bah, j'ai une maladie génétique, donc je ne peux pas avoir d'enfants. Parce qu'ils imaginent des choses que peut-être ils ont entendues de notre part ou pas, mais c'est hyper important. Et aller donc au-delà des problématiques strictement médicales. Voilà, je m'arrêterai là. J'avais plein d'autres diapos, mais ce sera pour un autre jour. Merci à vous.